Messieurs, bonjour. Le Bonjour. code spécial beatmaker. Yes sir. Avec Richie Beats. Let's go. BBP. Et Pandrez, mais j'ai envie de t'appeler Pampan. Comme tu veux. Je fais ce que je veux. Comme tu veux. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre de la campagne Beatmaker en partenariat avec la SACEM. Donc, on va parler de vous, de ce que vous faites. Je pense que c'est aussi important parce que même si j'ai l'impression, vous me direz si vous êtes d'accord, qu'on parle quand même un peu plus des producteurs depuis quelques années, qu'ils ont peut-être l'air d'être un peu plus dans la lumière qu'à une époque, vous me direz si vous êtes d'accord. Vous restez quand même dans l'ombre. On pense souvent plus, quand on parle de rap, à l'artiste-interprète qu'aux gens parfois qui sont architectes du son. Donc l'idée c'est d'en parler, d'essayer de voir quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui en tant que producteur, de revenir aussi un peu sur vos parcours, même si BBP on l'avait déjà un peu fait ici dans le code. Mais peut-être première question, comment, et peut-être commencer avec toi Richie, comment t'es tombé dans la prod? Bah déjà je suis DJ à l'époque, tu vois, je passe mes sons en club et tout, etc. Et je commence à faire des remixes. Ouais. Donc ça veut dire que je commence... souvent quand t'es DJ, si tu veux que ça pète, il faut avoir tes sons au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste jouer les sons des autres. Moi ça me saoulait de passer le son des autres et tout, machin, etc. Et en fait, t'as vu, je faisais des edits. Je me souviens à l'époque, j'avais pris, je sais pas si tu te souviens de Memes. Bien sûr. T'as capté ce morceau-là. Ouais. Bah, j'avais fait, c'est ma première prod, j'avais fait une edit en fait de ce morceau-là et tout, machin, etc. Qui partait en genre dancehall et tout, machin. Et voilà, après, en fait, j'étais sur Acid Pro. Tu vois, c'est les premiers logiciels un peu, tu vois ce que je veux dire, où tu prenais les... Tu pouvais en fait découper, en fait. Faire du découpage sur des prods et tout. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bah vas-y, autant prendre un petit logiciel. J'ai commencé sur Reason et j'ai commencé à faire mes propres edits, mais en faisant des prods, tu vois ce que je veux dire. Et ça a pris, tu vois. Ça a grave pris, en tout cas, dans le domaine où j'étais, le domaine caribéen. À la base, tu viens de là, toi? Ouais, de ouf. Plutôt que du rap français, t'es plutôt... caribéen. Mais, tu vois, le rap, ça a toujours été ma base, tu vois. C'est juste que t'as vu... c'est les trucs de chez moi, tu vois ce que je veux dire, la dancehall, reggae, etc. Mais c'est l'aspect DJ à la base. C'est ça, exactement. Tu joues quoi, dans des sound systems ou pas spécialement dans des soirées? Sound system et club. Les gros clubs antillais de l'époque. Est-ce que tu avais un ou des producteurs un peu phares à l'époque que tu voulais peut-être... C'est au début peut-être que tu copies un peu ou pas spécialement? Ouais, Pharrell et Timbaland. C'était l'époque aussi. Ouais, Pharrell et Timbaland. Et peut-être un peu de Drummer Boys aussi, un peu à l'époque. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'était les beatmakers Cool and Dre, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, cette époque-là. On est à quelle époque là? On est en... Donc, là, 2006, 2007, des trucs comme ça. Ouais, on est à l'époque du Carter 2, je crois. De Wayne. C'est lequel le meilleur Carter pour toi? C'est le 2. Le 2 plutôt que le 3? Bien sûr. Directement. Bien sûr, en plus. Directement le sujet de la vidéo change, c'est ça maintenant. On va débattre de ça. Ah ouais, le 2 direct? Directement. Aucun débat. Parce que moi, c'est le 3 Money pour on moi. my mind. Hustler Music, c'est Music, Il y a Receipt dessus. Non, je l'ai écouté. Mais le 3 quand même. Le 3, c'est à non, le 3 c'est bien, mais il est plus commercial, je trouve. Le 3, c'est celui qui a vraiment... Oui, voilà. C'est genre l'album, quoi, tu vois. Mais attention, il y a des morceaux incroyables. Il y a des très bons morceaux, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus caractéristique de ce qu'est Lil Wayne. Et de cette époque-là, sur The Carter 2, tu vois. Même la pochette. Ouais, la pochette, elle est folle. Posée sur la Rolls-Royce, tout ça. Bref, à Jay-Z aussi. Il y avait ce truc-là de Carter, tu vois, un peu là. Tu vois. Ok. Pandrez, toi, comment tu te mets à la prod? Je crois que tu viens du Lofi à la base. Est-ce que c'est comme ça que tu commences ou Non, pas du tout. Non, moi, à la base, je faisais déjà un peu de musique dans mon coin, tu vois, en autodidacte, machin. Et j'étais fanatique de rap, tu sais, vraiment de rap français. J'écoutais beaucoup de rap français. Quand tu faisais de la musique, tu jouais genre d'autres genres, enfin, d'instruments? J'avais un petit clavier MIDI, tu sais, machin et tout, un peu de guitare, parce qu'il y avait une guitare qui traînait chez moi, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Mais sauf que moi, j'écoutais quasiment que du rap. Et donc, en fait, je me renseigne un peu, mais je parle de 2000, un peu la même époque, je pense 2000. Je dois avoir 16 ans, donc ça, 2006, un truc comme ça. Et je vois qu'eux, ils utilisent tous des machines. Tu vois, ils utilisent des MPC. Je me dis, je vais m'acheter une MPC et tout. et j'achète ça. Et j'étais persuadé que si j'ai une MPC et que je sais faire un peu de musique, je vais pouvoir faire une dinguerie, tu vois. Genre, les grooves, tu sais, j'aimais beaucoup les grooves à la Dilla, par exemple, les trucs comme ça, tu vois, et tout. C'est le moment où, tu sais, on commençait à voir des producteurs produire sur Internet. Tu avais des vidéos, c'est ça. De Vinci, une vidéo de Vinci. Exactement. Et tu les vois taper sur des pads, et il y avait un truc genre qui était
sexy. T'avais envie de faire pareil, tu vois. C'est une dinguerie. C'est impressionnant. Tu vois. Pour moi, c'est un des francophones qui a ramené ce groove de Détroit. Et Primo, il avait aussi le côté vachement DJ premier aussi. Moi, ça, j'achète cette. Et j'étais persuadé, parce que tu sais, j'utilisais déjà, j'avais craqué Cubase, parce qu'à l'époque, Fruity Loop, j'avais la flemme, tu sais, ça me faisait un peu peur et tout. Je craque Cubase. Mais tu sais, quand je pose mes drums là-dessus, ça grouvait pas, tu sais, c'était tout carré, tout droit. Je me disais, ça pue un peu du cul. Mais comme je les voyais, ces mecs-là, sur une MPC, et ça grouvait, tu sais, la snare un peu en avance. Mais moi, à l'époque, je comprenais pas, je croyais que ça venait de la machine. Donc j'achète cette machine. Je dis, c'est magique, en fait. J'ai une MPC, je vais être Primo. J'achète cette machine sur le bon coin, je vais la chercher dans le 7-7 et tout. Enfin, un enfer. Je la ramène chez moi et. Ça pue, je pue encore du cul. Mais je m'amuse de ouf. Et là, je découvre le fait de choper les samples, machin et tout. Donc moi, je commence vraiment par le sampling. Et sur MPC, du coup, à la base. Sur MPC, sur une MPC 1000. Ok, c'est la petite. Ouais. Non, c'est la 500, la petite. Ouais, mais la 1000, elle est petite aussi. Elle est petite aussi. Ouais, parce que c'est les 2000 XL, c'est la vraie. C'était pas le même prix qu'une MPC. Ouais, ok. Et comment est-ce que c'est via les tutos ou quelqu'un t'apprend ou comment t'apprends un peu? J'avais vraiment la MPC et un putain de manuel. Le manuel de base. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas les tutos encore sur YouTube. Non, sur MPC, je voyais juste des bugs. Tu sais, qui étaient trop forts. Genre, je sais pas si tu te rappelles de Arab Music. Bien sûr. Tu es le voir en concert une fois au Feu Social Club, où genre, c'était juste lui sur une MPC, gros, c'était incroyable. Ouais, il envoyait. Musique, c'est trop. C'était trop chaud, tu vois. Et donc voilà, moi, je commence comme ça, et je sample, et comme je suis un peu un geek, je samplais des trucs de geek, donc c'est des jeux vidéo, des machins et tout. Et un gars à moi qui me dit, mais tu devrais en faire des vidéos, ça permettrait peut-être de faire connaître ta musique. Donc je faisais des vidéos de moi qui sample des trucs de geek. C'était très médiocre ce que je faisais, j'étais vraiment pas fort. Mais ça a commencé à apprendre un peu, ou en tout cas. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient vraiment forts après, qui m'ont montré comment on fait pour devenir fort. Enfin, en tout cas pour être moins nul. Et de fil en aiguille. Voilà. Ok. BBP, toi, on en avait un peu parlé, mais je voulais te poser la question quand même. Comment toi, tu te dis, vas-y, je vais prendre ce chemin-là? Vraiment, enfin, tu sais, moi, je découvre le rap, je sais plus si on en avait parlé, je crois, avec Naughty by Nature. Ok. Je suis piqué, je trouve que ça sonne comme rien d'autre, ça me fascine. Mais très rapidement, tu sais, je me rends compte que j'ai pas forcément le truc, j'ai pas envie de me mettre en avant, en fait. Et je découvre qu'en fait, il y a tout un tas de gars qui font cette musique et qui sont pas en avant. T'es pas obligé d'être rappeur quand t'aimes le rap. Exactement, tu vois. Et je me dis, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et en plus de ça, j'ai senti que j'avais vraiment une passion pour le rap, mais pour la production, tu vois. Okay. Et donc, après, voilà, tu vois, mes modèles, Timbaland, les Neptunes, Manny Fresh. Manny Fresh dans tes shows. Just Blaze. En fait, toute cette époque-là, tu sais, où t'as tous ces super producteurs qui ont chacun un son. Et tu sais, je vois ça comme que des mondes, et je me dis, putain, moi aussi, je veux créer mon monde avec un artiste, développer ma patte de production, ramener des sonorités qu'il n'y a pas, etc. Et donc, franchement, c'est ça. En 5e, 12-13 ans, j'avais commencé avec un pote. Son père, il avait un logiciel. Donc c'est sur logiciel, toi aussi, à la base, que tu commences. Je crois que c'était Soundforge. Ok. Et puis, après, tu vois, j'essaie de me procurer un Cubase, et c'est parti, quoi. Il y a un bruit comme ça qui court, c'est que c'est globalement que le rap, notamment mainstream, aujourd'hui, il peut être un peu plus redondant que dans le passé, que comme moi je l'entends, et je suis pas loin de le penser d'ailleurs, pour être honnête, sur beaucoup d'albums qui sortent. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste bien sûr. Vous avez la particularité de travailler aussi bien avec parfois des artistes très underground que des très gros artistes, tu vois. Ça produire pour Booba, pour PNL, enfin voilà, vous êtes tous produits pour des gros artistes, pour Tiakola. Est-ce que justement quand vous êtes en studio aussi avec ces gros artistes, est-ce que vous sentez le côté je veux faire des pas de côté? Ou est-ce qu'ils ont tout ça? Tu vois, là, par exemple, t'as rebossé avec Vald, ça a été très commenté parce que les gens attendaient ça aussi. Est-ce que vous sentez chez les gros artistes qu'il y a toujours ce côté-là un peu leader, un peu propose-moi des choses différentes, ou pas forcément? Je pense que ça dépend des profils, en réalité, tu vois. Il y en a qui sont là-dedans, t'as des gens qui veulent se renouveler, t'as des gens qui veulent se dépasser. C'est en fonction du moment de carrière aussi, tu sais, il y a des artistes où il y a des moments où ils disent, bon là c'est bon, je vais et en même temps, un artiste, c'est aussi un univers. C'est-à-dire que tu vois, parfois, moi je vois passer tu vois, parfois des tweets de gens qui disent ouais, pourquoi tu proposes pas tel truc à lui, tu vois. C'est que Frérot, déjà, il y a des trucs, je sais d'avance que ça passera pas. Après, c'est vrai que parfois il faut pas censurer, tu vois. Il y a des choses que je pensais pas qui plairaient à tel profil d'artiste qui finalement leur a plu. Mais je veux dire, un artiste, c'est quand même, c'est une grammaire, c'est un ensemble de choses. Et il y a des choses, il va pas y aller parce que on recherche pas tous la même chose avec la musique. T'as des gens qui veulent créer, t'as des gens qui veulent innover. T'as des gens qui ont d'autres attentes, qui veulent juste se faire plaisir. Parfois, tu sais, ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a une part du public qui a du mal à l'entendre.
t'as des gens, ils vont pas forcément révolutionner la musique, mais c'est jamais ce qu'ils ont cherché à faire. T'as des mecs qui tirent leur plaisir simplement de pratiquer, de faire de la musique, tu vois. Et c'est pas toujours synonyme d'innover ou de faire un pas de côté. C'est vrai. C'est juste du kiff, en fait. Et même moi, dans ma pratique, tu vois, c'est-à-dire que, évidemment, que ce que je préfère faire, c'est quand je fais un truc qui sonne nouveau et que je sens qu'il est puissant et que j'ai plaisir à le faire. Mais il y a des matins, en fait, c'est genre... en fait, c'est complètement présomptueux de dire que tous les matins, je vais me lever, je vais faire une prod jamais entendue, tu vois. C'est ridicule. Mais pourtant, moi, je dois faire des prods tous les jours. Et il y a peut-être des jours où je vais faire un truc qui est peut-être simple et efficace, entre guillemets, mais j'ai eu plaisir à la faire. La prod, elle me communique quelque chose. Elle communique quelque chose à l'artiste, il est inspiré. Bah, c'est déjà bien, en vrai, tu vois. Et si demain, on fait un truc qui l'inspire et qui, en plus, est fort et qui, en plus, a du renouveau, bah, là, c'est le Graal, tu vois. Mais ce serait illusoire de dire qu'on fait ça tous les jours. Richie, toi, tu es là depuis... Enfin, moi, je connais ton nom depuis longtemps, on l'a dit. Et je te vois, je crois, chaque année, depuis que je te connais, sur les crédits de projet. Tu vois. Et puis après, avoir sorti aussi tes projets, on l'a dit. Est-ce que, comme BBP, tu es en studio tout le temps, tous les jours? Et du coup, est-ce que tu fais des prods tous les jours? Ou est-ce qu'au contraire, tu as des moments où tu produis pas? Est-ce que parfois, une prod, ça te prend genre plusieurs semaines ou plusieurs mois? C'est quoi un peu ton rythme et presque même ton hygiène de travail, je pense, parce qu'il y a aussi ça, tu sais, dans le fait de peut-être se mettre une discipline pour se dire je dois sortir tant de prod ou pas. Comment tu fonctionnes là-dessus? T'as vu, je suis quelqu'un pendant une semaine ou deux, je peux rien faire. Je peux juste écouter du son, faire plaisir, tu vois, c'est-à-dire écouter des petits sons des années 60, 70, du jazz, du machin, etc. Et vas-y, pendant 2-3 semaines, je vais faire que des prods. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as besoin d'alterner comme ça. Enfin, aujourd'hui en tout cas, c'est peut-être avec l'âge, hein, tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais plus jeune aussi, tu vois, je travaillais, ça m'arrivait de faire des 6 mois et après, pendant 2 mois, je fais plus rien. Parce que j'ai toujours besoin de ce moment de vide, en fait, pour remplir tu vois ce que je veux dire? C'est pas en faisant des prods. Parce qu'en fait, t'as vu... T'as la tête dans le guidon. J'ai remarqué que, tu vois, par exemple, moi, je suis passé sur FL pendant le Covid. Fruity Loops. Sur Fruity Loops, pardon. Ouais, Fruity Loops. Et... pendant Pourquoi, du coup? C'était à la maison? Non, c'était pour aller plus vite, en fait. J'ai vu les petits, ils allaient trop vite. J'ai dit, ouais, T'étais sur quoi avant? Logic. Je pouvais pas continuer à faire des prods en 3 heures. Tu vois, donc, donc, j'étais sur FL et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que parfois, en fait, tu t'es bloqué dans une habitude. Tu te lèves, tu utilises le même snare, tu utilises le même truc, machin, etc. C'est comme quelqu'un qui va au travail, donc c'est un peu la routine, en fait. C'est la routine, tu vois. Et moi, c'est pas que j'aime pas, des fois je l'aime bien, parce que ça peut être productif et parce que tu te sens bien dedans, tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, tu te retrouves dans quelque chose où, tu vois, ça devient un peu saoulant, tu vois. Donc, moi, je casse le truc moi, je fais du taekwondo à côté. Ça veut dire que, t'as vu, c'est mon échappatoire, tu vois ce que je veux dire, pour un peu sortir de la musique. Et après, tac, je reviens et je suis frais, tu vois. Toi, Pandrez, parce qu'en plus, toi, tu produis parfois solo, mais aussi en équipe, avec les gens d'industrie. Donc, j'ai l'impression que vous êtes, là aussi, en ce moment, en tout cas, on parle, très productif, et toujours ensemble. Peut-être que je me trompe, mais j'ai ce sentiment-là. Du coup, est-ce qu'il y a un peu ce truc de... Vous êtes tout le temps ensemble, donc vous produisez tout le temps? Ou est-ce que tu arrives à prendre un peu de temps pour toi, justement pour te nourrir, comme Richie le disait? Ou est-ce que c'est compliqué quand tu as un peu ce truc de collectif? Le truc, c'est que, tu sais, moi, je travaille avec, en gros, 2 équipes. Donc, il y a les gens Industries, donc Chrono Music et Renard, et aussi beaucoup avec Epectaz et Piprod. Tout à fait, Ça, et surtout avec eux, en fait, que je produis. Donc, c'est en dehors de YouTube, là, c'est vraiment de la prod, tu vois. Et de la réal, on réalise des albums en ce moment, tu vois. Et en vrai, moi, c'est juste que c'est là où je suis plus fort, en fait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me connais, je connais tous mes automatismes de production, même d'instruments. Donc au bout d'un moment, bosser avec d'autres instrumentistes et d'autres producteurs, ça nous rend 100 fois plus fort. Là, je peux dire que toutes les prods qu'on a fait avec Epectaz et Piprod là récemment, là, je suis ultra fier. Je crois que à chaque fois, c'est t'es content, mes meilleurs prods. Parce que j'aime bien avoir l'impression qu'à chaque fois, je passe un cap, que ce soit technique, tu vois, ou même artistique, c'est des trucs que je serais pas allé chercher moi-même, machin. On parlait de renouvellement tout à l'heure, c'est ce truc-là, tu vois. Et j'ai l'impression que tout seul, je me trouve vraiment très bien, tu vois. Mais moi, mon but, c'est vraiment de faire les meilleurs morceaux possibles à chaque fois. Alors, effectivement, on split l'argent et tout, donc ça, c'est... Talking facts. Mais en vrai, même en termes de contact, tu vois. Parce qu'en fait, nous, on travaille quasiment que au studio. Tu sais, j'aime pas faire des prods. J'aime plus faire des prods chez moi. Ah ouais? Ouais. Chez moi, j'aime bien faire le mix, la réal, des trucs comme ça. Mais tu sais, genre, j'aime bien me casser de chez moi, aller dans un endroit, et c'est notre studio, tu vois. Donc c'est presque comme chez moi, en fait, tu vois. Mais j'aime bien surtout avoir l'artiste présent quand je prod, tu vois. J'aime beaucoup ça.
C'est-à-dire que sa présence, elle influe sur ce que tu vas faire? Largement. Okay. On a même tout mis en place exprès pour que l'artiste puisse participer. Tu vois, genre on a mis un grand écran au milieu, là, tu sais, il voit tout ce qui se passe sur le logiciel, machin. Et moi, j'aime beaucoup ça. On le fait pas à chaque fois, bien sûr, hein, mais 80% du temps. Et moi, c'est un peu le truc qui me fait plus kiffer. Parce que moi, si je fais de la musique, c'est pour m'amuser, pour gagner ma vie aussi. Hein, mais frérot, si je voulais gagner beaucoup d'argent, je pense que je ferais autre chose, tu vois. Là, c'est vraiment, je veux trouver la méthode de travail et la plus cool, la routine où je m'amuse le plus, en tout cas pour l'instant, tu vois, ça va peut-être changer. Ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent l'image du beatmaker, je dis vraiment le terme beatmaker plus que producteur, parce qu'il y a ce terme de beatmaker qui est ermite dans sa chambre et qui voit pas les gens et qu'on voit à l'époque un CD ou aujourd'hui un mail avec plein de prods. Est-ce que donc toi tu fonctionnes pas comme ça? Est-ce que tu expliques ou rarement? Quand je fonctionne comme ça, c'est uniquement pour les trucs où je sais que je vais mongoliser. Donc c'est par exemple quand je veux essayer des nouveaux, des plugins que je connais pas encore bien, des machins, ça c'est chez moi, parce que tu sais, l'artiste derrière, il n'a pas envie de voir un mec en train de mongoliser, tu sais, à chercher 50 snares, comme ça, ou tu sais, essayer un nouveau compresseur, machin et tout. Vous êtes comment? Vous êtes aussi en mode, est-ce que vous êtes en mode ermite pour le coup, ou pas du tout? Vous êtes un peu plus dans une espèce de partage en studio, ou pas forcément? Moi, je suis pas mal ermite, tu vois. J'aime bien être dans ma zone, chercher mes trucs, et tu sais, j'aime bien quand je ressors de la mine avec toutes mes bonnes idées. J'aime bien aller en studio et on découvre ensemble et je kiffe, tu vois, quand l'artiste il va se prendre l'inspi, qu'il va écrire, ça va inspirer un truc, ensuite on réalise le morceau ensemble, c'est cool. Mais ouais, moi j'aime bien ce côté-là de diguer solo un peu. Tu vois, je suis à la mine, je vais chercher mes pépites et quand j'ai le sac bien rempli, j'aime bien le partager avec l'artiste. Ok, d'accord. Moi je suis pareil aussi. Ouais, je suis pareil. Ok. Moi j'aime pas. En fait, ça m'arrive, tu vois, je fais que ça, même faire des prods avec les artistes. Mais je suis beaucoup plus efficace quand je suis tout seul à la maison. Ah, tu trouves? Ouais, moi aussi. Efficace, ça c'est sûr. Moi, toutes je vais les prods, en fait, à chaque fois que je fais une prod avant une session, c'est la prod que l'artiste il veut, tu vois ce que je veux dire? Non, t'es chaud. Tu vois, 90%. T'as capté ou pas? La majorité, j'ai déjà eu des surprises où tu vois, finalement, j'avais pas préparé, on est ensemble, il se passe quelque chose, on fait un truc, on est content. Mais 90% du temps, c'est comme toi. Par contre, Belek, je prépare les sessions dans le sens où on fait des loops à l'avance. Oui, non, mais t'es pas sûr, ça prend trop de temps. On n'arrive pas à poil, tu vois. Bien sûr, les artistes n'ont pas forcément cette notion de. Même les connaissances de production, j'imagine. Ah oui, non, bien sûr. Donc, si tu prépares rien, j'imagine que c'est compliqué. Bien sûr. Mais moi, il y a vraiment ce truc où, en fait, j'aime bien aussi connaître la personne avec qui je fais de la musique, tu vois. J'ai envie de pouvoir échanger avec l'artiste. Bien sûr, c'est chambé, c'est l'idéal, tu vois. Parce qu'en plus, c'est nous. Je sais pas, je pense si vous le faites aussi, nous on enregistre aussi nous-mêmes en général les artistes. Moi non par contre. Toi non? Non, moi j'ai mon ingé. T'as ton ingé? Ouais, c'est mon meilleur ami. C'est pratique. Mais nous on le fait nous-mêmes, c'est nous qui faisons le rec, c'est nous qui faisons aussi le mix en général, tu vois. Des fois même c'est même nous qui faisons le master et tout. Et donc j'aime bien, tu sais, avoir ce truc 360, mais tu sais, pour faire ça, j'aime bien savoir avec qui je travaille, tu vois, même si possible passer un bon moment avec lui, tu vois. Genre, en général, quand une session commence, on dit pas allez hop là au charbon tout de suite, machin. Non, ça discute. Vas-y, on boit un coup, on fume un truc, on discute de la vie, tu vois. Exactement. Et en grande majorité des cas, ça fluidifie vachement le truc, tu vois. À quel moment dans votre carrière, vous justement, vous avez senti que vous passiez du ok, je suis un producteur qui charbonne et qui envoie plein de trucs, à autre chose? À quel moment on vous a regardé? Est-ce qu'il y a un morceau, un album, un placement qui a changé les choses pour vous? C'est Bécane de Yamé, je pense. Okay. Ah ouais, c'est vraiment là où ça a été un... J'avais déjà fait pas mal de placements avant. Exactement, c'est pour ça. Il y a celui-là, tu sais, c'est de l'international d'un seul coup, frérot. Tu sais, t'as même des DM bizarres, tu sais, qui viennent de partout dans le monde, tu vois. T'as pas des trucs, machin, tout. Donc si, clairement, moi c'est celui-là. Et t'as senti, que on te regardait différent même dans l'industrie aussi, à ce moment-là, on a plus fait appel à toi après. Bien sûr, parce qu'en plus, c'est le morceau, il est un peu bizarre, tu vois, la prod, elle est un peu chelou. Justement, tu sais, on parlait du groove un peu à la Dilla, là, c'est une trappe, mais avec un groove un peu à la Dilla, la snare, elle est en avance. Et puis Yamé dessus, il fait un truc qui est particulier. De ouf. Donc, tu sais, il y a ce côté, donc, tu sais, qui sort un peu, justement, des sentiers battus, donc, effectivement, puis techniquement, je trouve que le morceau est plutôt chaud. Ce morceau-là de Yamé, effectivement, il est particulier. Peut-être que je dis aussi ça par rapport à ce que Yamé fait. Tu sais, ça emmène le morceau encore plus loin, je trouve. Et toi, t'es capable de faire aussi bien des trucs, rap jazzy avec The, par exemple. Moi, j'adore ce projet de The, ou des choses beaucoup plus trap. Comment tu switches entre... Parce que tu vas avoir des producteurs parfois qui vont faire un truc et ils vont creuser. Tu vois, on parlait de Lex Luger, à un moment, il a vraiment... Il a représenté la trappe dans le monde, tu vois, et genre, c'était lui.
toi, j'ai l'impression que tu vas sur des trucs très très différents. Ouais. Comment est-ce que c'est schizophrène ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Moi, je veux juste faire les meilleurs prods possibles. Par contre, je vais jamais faire un truc que j'aime pas, tu vois. Ouais, okay. Mais parce qu'il y a toujours des influences qui... J'ai 2-3 grosses influences que j'aime bien, tu vois, musicalement. Et après, tu sais, tu les dilues avec plein d'autres trucs, tu sais, justement plein d'influences. Des fois, tu vas faire un truc qui va sonner un peu bizarrement années 80. Pourtant, c'est de la trappe. Ouais, okay. Tu sais, genre, tu sais, avec une snare une snare de Phil Collins, frère, mais dans une trappe. Pourquoi pas? Ouais. S'amuser. Ouais, c'est ça, en fait, juste s'amuser. Et surtout, j'essaie quand même d'avoir toujours un truc. Comme moi, je sais que j'ai des spécialités, justement, j'aime beaucoup la soul. J'ai pas mal de culture là-dedans. J'essaie d'avoir des trucs qui sonnent quand même souvent un peu soul, tu vois. Ou gospel, machin, avoir des influences comme ça. Quitte à que ça soit quand même de la trappe, machin. C'est vraiment juste mélanger toutes les influences et toutes les techniques que j'ai. J'aime bien quand même être assez flamboyant aussi, même si je sais que ça sert à rien. Le truc triomphal. Ouais, tu sais, genre... Tu sais, il y a quand même toujours ce truc de prouveur, j'aime bien, moi. Il faut toujours savoir se réfréner un maximum, tu vois. Sinon, tu veux que ce soit élégant. Parce que les gens n'ont pas envie d'écouter un beatmaker qui se branle pendant 3 minutes, tu vois. Les gens, ils ont envie d'entendre un chanteur avec une prod super derrière. Oui, donc des fois, quand tu produis, t'évites de trop en mettre pour pas que ce soit trop, quoi, justement. Parce que souvent, je sais pas si vous avez ce truc-là, mais ça m'arrive de produire, de me dire, putain, quand mon gars, il va entendre cette prod, frérot, tu sais, un autre producteur, tu vois. Je produis pour les autres producteurs, des fois, tu vois. Ouais, j'entends. Il y a des morceaux, c'est des producteurs porn, tu vois, ça existe, tu vois. Et effectivement, il faut essayer de faire gaffe à pas trop faire ça. C'est bien d'en avoir un peu, je trouve, parce que même, tu sais, dans l'industrie, c'est cool quand les gens se disent, ok, quand même, lui, il est fort, il sait faire ça aussi. Faut pas faire que ça non plus, tu vois. Mais je sais qu'avec Yamé, je fais beaucoup ça, par exemple. Parce que l'artiste est réceptif aussi. Ouais, Yamé, il aime bien quand c'est le bordel, tu vois. Mais donc j'aime bien ce truc-là. J'ai l'impression que c'est un peu mon terrain de jeu où je peux m'amuser justement à faire des trucs terrifiants, tu vois. Ok. Pour repartir sur la question BEP, est-ce que toi, il y a un moment où... Ouais, bien sûr. Nara Onizuka, quand ça sort... Enfin, la réception, première fois que j'ai un titre qui est numéro 1 des charts, tu sens qu'il se passe quelque chose dans la culture, dans le mouvement, tout le monde se prend le truc, il y a un avant, un après. Et tu sais, au début, PNL, c'est pas au tout début de PNL, mais bon, comme PNL, finalement, ils ont sorti des choses vraiment entre 2015 et 2019. Il n'y a pas eu énormément de temps qui s'est écoulé. Et au début, il y avait un peu un mystère sur qui produisait, etc. Donc, on ne connaissait pas, on n'avait pas forcément les crédits, etc. au début. Très vite, toi, les gens ont eu ton nom? Ou est-ce qu'il a fallu... Enfin, évidemment, tu étais crédité dans l'album, bien sûr, mais je veux dire, dans quelle mesure c'est arrivé aux oreilles du public? À quel moment tu es devenu un peu BBP, le gars qu'a fait Onizuka? Très rapidement, ou il a fallu un peu de temps pour que le public comprenne un peu qui avait fait ça? En fait, le fait que quand même Nara... Onizuka, ça s'enchaîne, et qu'en plus, tu sais, je fasse les musiques d'arrangement sur les clips, ça contribue à installer le truc, j'ai l'impression, à ce moment-là. Après, c'est quand même au fur et à mesure du temps, parce qu'à ce moment-là, on parlait quand même déjà plus des beatmakers. Oui. Mais relativement rapidement, quand même, j'ai l'impression. Ok. Et toi, Richie, est-ce qu'il y a un moment où vraiment ton nom de producteur, il a un peu plus pris la lumière? Moi, je crois que c'est... En fait, il y a eu 2 moments. Il y a eu le moment MTP Anthem avec Joke. Quel moment? Quel dinguerie. Je sors du truc, tu vois. C'est trop bien. Je suis nostalgique là, d'un coup. Là. De ouf. Non, mais je te jure. C'est quelle année ça déjà? 2013, non? C'est 2013 ou 2012. Moi, je dirais 13, mais peut-être je me trompe. Moi, c'est là que je te découvre en tout cas. Ouais. La première son que j'entends de Watt, c'est celui-là. Tu vois, voilà, moi, c'est celui-là. Et puis, il y avait aussi le côté Joke qui arrivait, même si on le connaissait déjà, mais tu vois. Le rap français le connaissait pas encore vraiment, et puis il dérangeait. Il y avait des gens qui l'adoraient, d'autres qui... Tu vois, il y avait tout un truc. Mais c'est à ce moment-là, tu vois, où je découvre toute la nouvelle scène rap, tu vois, Alpha One. Ils viennent me voir, t'as Esprit, t'as Nekfeu, tu vois ce que je veux dire, Dossé, etc., Dinos. Mais en gros, tu vois, tout à ce moment-là, en fait, c'est l'émulation un peu de début de ma carrière. Et après, il y a eu le passage avec Tony Sosa de B2O, tu vois, 2015. Le doublé Tony Sosa Pinocchio. Ça, c'était violent. Sur 2 albums différents, mais la même année. De ouf. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça y est, je sens que... Vas-y, je suis dedans, en fait, tu vois. Fort. Tu vois, je sors au quartier, ça écoute mon son. Ouais, ça change un truc, Le mec a fait la prod pour Booba. Mais ouais, même dans l'industrie, tu vois. Je rentre à Universal, on me connaît, je vais à Sony, on me connaît, tu vois ce que je veux dire, donc c'est autre. Ok. T'as parlé de l'international tout à l'heure. Justement, je voulais qu'on en parle parce que, est-ce que c'est simple
aujourd'hui de toucher quand on est producteur international via Internet, justement. Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que l'international, c'est la suite? Moi, ça peut être une suite, mais après, tu as vu... Enfin, quand tu dis l'international, toi, des gens ils diront direct les États-Unis, oui, alors c'est pas forcément aujourd'hui. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste. Je suis d'accord. T'as l'Europe, t'as le monde en vrai. L'Afrique, l'Afrique, etc. T'as tout compris. Bien sûr. Donc, en vrai, bien sûr, ça peut être une possibilité, tu vois, selon ce que tu as envie de faire, tu vois. Moi, je sais que l'international, ça me parle, mais je kifferais plus faire mon empreinte en Europe, par exemple, que directement, par exemple, aux States. Parce que tu as vu, moi, quand je dis international, c'est les States d'abord. Oui, historiquement, notre génération, on pense à ça à la base. Direct, tu vois, mais je pense que les jeunes générations ne pensent peut-être pas forcément aux States tout de suite, tu vois. J'ai l'impression qu'elles sont plus ouvertes que nous parce que, tu vois, tout c'est un peu ouvert. Après, il y a des petits aussi, déjà, qui vont déjà aux States et qui font déjà leur truc. Donc, en fait, aujourd'hui, la passerelle, elle est faite, en fait. Ouais. Tu vois, c'est plus comme avant où on ne sait pas si on a le droit d'y aller ou est-ce qu'on va être accepté parce qu'on est des Français aujourd'hui et on va. Je pense que carrément, je pense que même aujourd'hui dans le loop making, les Français ils sont dans le top 3 facile. Ok. Il y a beaucoup d'Européens dans le loop making. Beaucoup. Moi, clairement, c'est plus facile. En plus, moi j'ai l'impression que les Américains voyagent plus. Tu vois, moi en l'occurrence, quand je produis sur l'album d'Offset. Tu les captes en France maintenant. C'est ce que j'allais dire en fait. Sur l'album d'Offset, on fait 2 sessions en France, à Paris. Il kiffe les morceaux, il repart avec et ça finit sur son album, tu vois. Et pardon, en termes de... Parce qu'on parlait avant d'argent, parce qu'il pouvait avant y avoir le truc où les Américains, ils respectent pas et tout, ils respectent pas les Français. Est-ce que là, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as été respecté? Sur les conditions, j'ai la réponse, t'emmerdes pas, va. Franchement, je vais dire la vérité. L'offre initiale que fait son label, elle est irrespectueuse pour moi. Mais ceci dit, connaissent pas, ils sont en mode. Ils sont en mode les Européens, c'est des mendiants. Donc, c'est terrible. Voilà. Là, c'est terrible. Mais après, voilà, encore une fois, le respect, il faut d'aller le chercher, tu vois. Et donc, au final, j'ai été respecté. Avec un petit peu d'aide. Ok, il a fallu aller le chercher. Mais oui, en fait, effectivement, aujourd'hui, il vient pour la Fashion Week ou pour je ne sais quoi. Exactement. Tu peux le capter, il va se retrouver en studio, tu peux passer un moment avec lui. Aujourd'hui, tu vois, quand t'es sur Paris, tu peux faire des sessions avec des Américains assez régulièrement, tu vois. Donc, ça, je pense que c'était pas le cas à une époque. Oui. Donc, plus facile. Et après, sur la deuxième partie de la question, moi, forcément, tu vois, moi, je tombe amoureux du rap américain avant, de la production américaine. Et c'est vrai que bosser sur un album avec, je sais pas, Metro Boomin, Boy Wonder, enfin c'est... Ouais, moi en vrai, ça me fait kiffer, tu vois. J'ai envie de me mesurer aux Américains. Ok. Il y a un truc aussi, c'est que, tu vois, par exemple, t'as fait un album de producteur. Toi aussi, mais différemment, parce que c'est sous un autre nom. Mais voilà. Et puis même toi, finalement, avec la compilation, etc., on peut dire que c'est peut-être pas la même chose, que c'est pas en ton nom. Mais est-ce que justement, la partie sortir un album quand t'es producteur, qu'est-ce que tu vois toi là-dedans? Parce qu'il y a aussi plein de producteurs qui n'ont jamais fait d'album en leur nom, qui n'ont peut-être pas envie. Toi, pourquoi c'était important? Moi, c'était important parce que pour moi, c'est un peu une manière de prendre sa responsabilité, tu vois. Quand j'ai sorti mon album, prendre mes responsabilités, on va dire, quand j'ai sorti mon album, j'ai ouvert mon label, je l'ai produit, et ça laisse quand même un genre de petit portrait sur ma carrière, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me suivent, ils ont mon travail, tu vois, ils sortent le vinyle Oh My God Volume 1, j'ai fait du merch et tout, donc, tu vois, ça crée quand même plus de fidélité par rapport aux fans, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, c'est une manière de les remercier aussi, tu vois, en mode, ok, vous suivez un beatmaker, déjà que c'est pas trop le truc en France, vous êtes là en mode supporter, vas-y, je vais faire le taf et essayer de vous donner le maximum, que ce soit musicalement ou marketingement ou n'importe, tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, créer quelque chose de concret sur ma carrière. Moi, je pense en tout cas, ça concrétise. Est-ce que t'étais peut-être plus libre qu'avec les artistes? Ouais, quand même. En fait, oui. Enfin, comme c'était mon premier album et que j'en avais pas fait, c'était un peu une découverte, en vrai. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où t'as ton univers, tu dis à l'artiste de ride sur ton univers, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est rare que ça arrive de ce sens-là, tu vois. Donc, même quand ça arrive pour la première fois, t'es un peu, on va dire, déboussolé. Donc, t'as toujours ce truc de, ouais, vas-y, mais c'est ton idée, alors qu'en vrai, c'est ton projet, tu vois. Donc voilà, c'est une manière de concrétiser son travail. Moi, en tout cas, j'encourage les petits à sortir des EP,
à faire des albums, même des albums d'instru. Tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, une instru, elle peut péter sur TikTok, mon gars, tu deviens millionnaire. Tu vois, c'est un nouveau game en vrai. En vrai, c'est un nouveau game. Tu vois, c'est un nouveau game et c'est un game qu'il faut investir dedans. Toi, t'imagines un jour peut-être faire un album, justement, en ton nom de producteur où t'invites... En ce moment, ce que je fais beaucoup, c'est que je produis de A à Z des albums pour des artistes, tu vois. Mais c'est quand même... Alors, c'est vos deux univers, mais c'est leur univers, peut-être, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais c'est pas toi qui est seul le mettre à bord, quoi. Non, clairement pas. Mais en fait, j'attends, parce que c'est un truc qui était prévu, en vrai, je voulais en faire un l'année dernière. Mais je me suis dit, je vais attendre encore un peu, parce que je pense que je manque encore un peu de maturité, je pense, sur certains trucs musicalement. Et je me tâtais à le faire même à deux, avec un collègue, avec Epictaz, justement. Parce que justement, avec lui, on produit beaucoup de projets entièrement. Comme pour The récemment, justement. Comme pour The, comme pour... ça, je peux pas dire, c'est pas sorti encore. moi, je sais. Mais... parce qu'encore une fois, je veux m'amuser en le faisant. Je sais que si je le fais tout seul, je vais me faire chier. Je vais me faire chier. Même à gérer la promo et le machin et tout ça, me saouler. Si on est à deux, je sais que ça va être plus marrant. Et en plus, les prods seront meilleurs. Mais oui, c'est prévu. Je dirais 2027. Toi, tu pourrais le faire en BBP? Ou c'est plus... Parce que moi, je donne mon avis. En plus, j'ai l'impression que toi, là, t'es jamais parti. Mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que depuis 2-3 ans, t'es encore plus présent sur notamment des très gros albums. T'es, tu vois, devenu encore plus incontournable que dans le passé, tu vois, sur les gros albums. Donc, t'es peut-être aussi dans cette ère-là où t'as envie de placer, tu vois. Ce qui est aussi... Parce que moi, souvent, j'ai interviewé ou lu beaucoup d'interviews de producteurs et beaucoup te disent au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de placer, moi maintenant j'ai plus envie de prendre un artiste et de produire pour lui ou de faire ma musique. Et toi, j'ai l'impression que t'es pas forcément dans cette dynamique-là, ou alors c'est avec ton alter ego, là où t'as déjà sorti un album. Donc commenter sur l'entité BBP, est-ce que tu la vois un jour faire un album solo ou c'est pas le but? Écoute, pour être honnête avec toi, il y avait un projet BBP qui était dans les tuyaux, tu vois. Pour différentes raisons, finalement, on n'a pas pu le sortir. Franchement, on est passé à 2 doigts de cette sortie. Malheureusement, donc ça veut dire qu'elle était finalisée? Quasiment. Donc il y a plein de morceaux, quoi. Il y en a. Mais du coup, beaucoup sont sortis sur des albums ou des projets d'artistes, tu vois. En fait, quand ça s'est compliqué, j'ai préféré rendre les titres aux artistes et que la musique, elle vive plutôt que les garder un peu égoïstement. Mais donc, en fait, non, c'est quelque chose qui est envisageable, mais après, c'est... Comment dire, c'est un peu ce que je te disais quand on avait discuté dans le code, tu vois, il faut aussi que... que les ambitions que tu as pour le projet, musicalement, elles correspondent aux artistes, que les artistes acceptent de jouer le jeu. C'est beaucoup de choses. En fait, ça dépend pas que de moi, quoi. Grave. C'est grave. Simplement. C'est une gestion humaine assez hardcore, je pense. Hein. Toi, tu l'as vécu. En vrai, je l'ai plus ou moins vécu, tu sais, en faisant la mixtape aussi. 41 morceaux, putain. Mais ça, personne vous oblige à faire 41 morceaux. Mais genre, vous êtes fou aussi. mais ce truc-là, au fait, c'est un charbon de fou. C'est quand t'es artiste et que tu fais un album, en fait, t'es justement seul maître à bord. Là, tu dois gérer justement... Si tu as 8 morceaux, c'est potentiellement 8 artistes, 10, il y a des feats, 12 et tout. Donc effectivement, les goûts de chacun, même les fenêtres de sortie. C'est ça, les agendas, tu vois, rien que ça. Tu vois. Genre par exemple, ah non, ce serait con que ça sorte maintenant, parce que moi j'ai mon album qui sort tel jour, ou machin. Et quand tu fais des projets multi-artistes, du coup, tu multiplies ce problème-là par le nombre d'artistes qu'il y a sur le projet. C'est ça. Et ça, c'est terrifiant. C'est pour ça que je disais. Et parce que t'es pas le seul, tu sais, j'ai d'autres amis producteurs qui justement ont des projets de producteurs qui n'ont pas pu sortir pour ce genre de vraiment pour des trucs. Et c'est pour ça que je disais, si je peux le faire à 2, c'est mieux. Tu te répartis le taf. Richie, il y a quelque chose aussi, moi, on s'était au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, et ce qui m'avait marqué aussi, c'est le côté où tu as l'air d'être toujours... Et peut-être c'est un trait de caractère des producteurs qui durent, mais d'être toujours dans le mouvement et curieux de ce qui se passe. T'es pas bloqué dans un son. La question, elle est un peu classique, mais comment on fait pour se renouveler? Moi, tu as vu déjà, de base, je suis un digger. Je dois avoir au moins 80 playlists. Des fois, j'ai des playlists qui durent 13 heures. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment le genre de gars qui, le soir, je vais me poser et pendant 3 heures, je vais juste faire une playlist. Tu vois ce que je veux dire? Faire des sons et tout. Et moi, en vrai, c'est ça, hein, c'est la musique. Tu as vu... Par exemple, quand j'ai envie de fraîcheur autre, vas-y, je vais écouter Maybach Music de Rick Ross, ou je vais aller écouter Diana Ross, ou je vais aller écouter
je sais pas moi, du Chet Baker ou du Bobby Caldwell, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, t'as vu, c'est large. T'as capté la musique, en fait, surtout pour moi, en tout cas, qui est né dans une période où t'avais pas accès à la musique. Ouais, pas aussi facilement. Pas aussi facilement, tu vois. Là, aujourd'hui, en fait, il y a de quoi s'inspirer jusqu'à... En fait, il y a des sons, tu vas les écouter une fois, deux fois, mais en vrai, t'as pas encore compris. Et après, tu vas les réécouter. C'est là que tu vas comprendre. Ah, en fait, tac, machin, etc. Tu vois ce que... En fait, c'est... faut étudier. T'as des exemples de morceaux comme ça qui t'a fallu plusieurs fois pour comprendre vraiment, pour capter en tout cas comment ils sont faits, comment ils sont créés? Jamiroquai, Virtual Insanity. Ok. Ouais, un peu. Ouais, en fait, c'est plus les morceaux un peu soul. En fait, je suis grave fan de Jamiroquai. En ce moment, j'écoute beaucoup. Moi, par exemple, lui, c'est l'un des premiers artistes qui m'a chamboulé, tu vois, dans ma vie. Et que c'était pas du rap. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, pour ne pas être redondant dans ce que tu fais, il faut avoir une ouverture d'esprit. Tu vois, je vais écouter du Björk, je vais écouter du... Tu vois ce que je veux dire? J'écoute de tout, du Pink Floyd. Je suis dans tout. Et c'est ça, je pense, qui fait que vas-y, tu restes ouvert. Et j'ai aussi mon entourage, tu vois, je galère beaucoup avec des petits jeunes. Pas de ouf, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai des petits autour de moi comme Platinum, il a 25. Je connais depuis qu'il a 12 ans, donc des fois, il va me faire... C'est lui qui m'a fait découvrir Young Neddy, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi ce truc de, tu vois, d'avoir un peu aussi cet écosystème. Jamais prendre de haut aussi les plus jeunes, tu vois, c'est important, je pense. Surtout dans ce métier-là, parce qu'en général, ils te mettent des fessées très facilement. De ouf. Donc ouais, c'est ma manière un peu de rester healthy. Et puis en vrai, c'est un truc de geek un peu, je trouve, être beatmaker. Geek pas dans le sens jeu vidéo, tu sais, mais geek, normalement, un beatmaker, c'est le boug qui... justement, tu sais, qui est chez lui, qui peut passer 5 heures d'affilée sur son logiciel, quitte à ce qu'il n'y a aucune prod à la fin, tu vois. Même à diguer des samples, il y a des jours où je passe vraiment 6 heures à écouter, tu sais, des sombres playlists, tu sais, sur YouTube, tu sais, des trucs à 45 vues, tu sais, tu passes, tu sais, j'avoue, c'est pas bien, mais tu sais, genre, tu sais, j'écoute un peu le début, un peu le milieu, un peu la fin, je fais, ah non, pas celui-là, et t'enchaînes. Au bout d'un moment, ça fait 6 heures, tu te rends compte, ça fait 6 heures que tu fais ça, tes oreilles, elles sont épuisées, ton cerveau, il est épuisé. Mais t'as emmagasiné... De fou. Et puis, entre-temps, tu sais, t'en as glissé une dans cette playlist-là, dans cette playlist-là, dans cette playlist-là, paf. Et ça, c'est un truc de geek, d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça, pour moi, que tu sais, que tu lâches pas trop le truc aussi. C'est qu'en fait, on est passionné sans... Et je pense que je m'amuse même pas quand je fais ça, tu vois. C'est juste que je me vois pas faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, quand je suis en train de diguer des samples, je pense que je m'amuse pendant les 40 premières minutes. Et après, quand je continue, je me dis, je peux pas m'arrêter là. Il faut tellement quelque chose. Il y a tellement d'autres. Et puis il y en a d'autres. En fait, c'est parce que tu sais que tu vas trouver le prochain. Tu dis non, c'est pas celui-là encore là. Et après, quand tu tombes sur le prochain, c'est là tu. Et puis je pense pour revenir à ta question, si t'aimes créer, c'est aussi parce que tu recherches ce qui a pas été fait. Enfin, je veux dire, je conçois pas vraiment la création artistique et la production comme un truc où à un moment donné, tu as trouvé une recette que tu vas faire ad vitam aeternam. Le plaisir dans la musique, mais pas que dans la musique, tu vois, dans le cinéma, dans l'art en général, tu sais, c'est ce petit frisson quand tu t'entrevois un truc que tu n'avais pas vu avant. Et le plaisir que tu as, en fait, quand tu fais une prod où tu as ce sentiment-là, moi, c'est ça que je recherche, en fait. Il n'y a rien dans la vie qui me procure le sentiment que j'ai quand j'ai l'impression de toucher ça, tu vois. Même un bon épisode de Curb Your Enthusiasm. Attention, Mehdi. Je te connais, je te le dis. Ça, putain, quel plaisir. Mais c'est un plaisir différent. Oui, non, mais bien sûr. Mais ouais. Ok, très bien. Tu sais, quand tu réussis à faire des trucs qui te seraient... Tu sais, t'as l'impression que ça vient pas de toi. Ça doit être fou. Exactement. Tu vois, je vois très très bien ce que tu veux dire. Tu vois, ce sentiment de ça vient pas de toi. Ouais, tu finis un morceau, tu dis, c'est moi, j'ai fait ça. J'avais jamais fait ça avant. Et que tu as l'impression de te confronter à un truc pour lequel il n'y avait pas de modèle. Tu vois, ce sentiment-là, honnêtement, c'est indescriptible, mais moi, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique. Et je pense que tant que je ressens ça, j'ai envie de continuer et j'écouterai tout ce qui se fait. Et vous avez aussi en commun le fait de produire avec d'autres gens, parfois. Ça vous est tous arrivé. Et on en avait déjà parlé d'ailleurs, je crois, quand tu étais venu ici. Mais et c'est vrai que moi, ça me semble compliqué. Et souvent, quand je pose la question au producteur, je dis, bah non, c'est facile en fait de bosser avec d'autres producteurs. Enfin, il y a un truc de complémentarité qui a l'air de se mettre en place. En vrai, je trouve que ça dépend, moi. Sur qui tu tombes. En fait, il y a des gens avec qui, tu vois, là, avec tes gars, c'est facile. Bah, ça dépend lesquels, tu vois. Ok. Mais il y en a avec qui ça marche pas parce que justement, tu sais, produire, c'est prendre de la place des fois. De ouf. Et des fois, tu bosses avec un gars qui prend pile poil la même place que toi, c'est qui a pile les mêmes idées, ou alors pile les mêmes idées, mais avec un tout petit truc différent, ce qui fait que là, il peut y avoir, pas conflit, faut pas déconner, on va pas se taper dessus, mais tu sais, où des fois, tu vas pas comprendre pourquoi il fait ça. Mais t'as pas l'impression que c'est mieux ce qu'il propose. Et tu sais, c'est
mais c'est très minime, tu sais, des petits conflits d'ego un peu mal placés. Ça peut m'arriver, tu sais, de me vexer. C'est rare, hein, mais ça dépend qui, tu vois, me dit les trucs. Je peux me vexer quand on me dit non, pas ça, tu vois. Bah si. C'est chaud, ça. Donc, tu vois, genre, il y a des gars avec qui ça marche extrêmement bien, mais parce qu'en fait, faut savoir laisser la place à l'autre à quel moment. Carrément, c'est ce que je disais à un petit à moi. J'ai dit, David, des fois, tu joues... parce que moi, je compare un peu la musique au foot. J'ai dit, des fois, tu peux jouer en middle field, toi, tu joues au milieu. Des fois, tu es en attaque. Des fois, tu es en défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, tu es en défense, tu joues ton rôle. Tu vois ce que je veux dire? Tu défends. Tu vas pas monter en attaque. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste accepter, en fait. Je pense que ce qu'il dit sur l'ego, c'est vrai que des fois, on pense que notre taste, il est mieux que celui des autres et tout. Mais en vrai, c'est compliqué parce qu'en même temps, c'est la base de notre métier, tu vois. C'est difficile de créer sans ego, tu vois. De ouf. Donc en fait, faut trouver la bonne configuration, les bons tempéraments, le bon moment aussi, tu vois. Il y a des moments où en fait, moi, j'aurais pas pensé collaborer, puis ça se fait naturellement et je kiffe. Et puis il y a des moments où en fait ça prend pas et je trouve ça gênant, quoi. Puisqu'on parle d'ego, est-ce qu'il y a et j'ai déjà la réponse, mais est-ce qu'il y a une compétition entre vous? Oui, compétition saine. Je savais que tu allais dire ça. Bien sûr. C'est une compétition saine, mais c'est ce que je viens de lui dire là sur Ponanini. Tu vois, je lui ai dit, j'étais dégoûté. Je lui ai dit, quel morceau incroyable, j'aurais aimé avoir produit ça à sa place. Est-ce que les prods qu'ils ont fait, je pense que je les écoute, je dis, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Même avant, quand on était, parce que t'étais pas là, tu dis, ouais, bébé, bah je connais bien ce travail. C'est un tueur, ok. Mais justement, par rapport à ce truc, parce que moi, souvent, j'ai interviewé beaucoup de rappeurs et parfois ils disent, ouais, je bosse pour être le meilleur. Est-ce que c'est votre cas? Ou pas forcément, genre il y a un truc de compétition, mais est-ce qu'il y a quand même la volonté d'être le meilleur producteur de ce pays? Moi, ouais. Clairement. Même si je sais que ça arrivera jamais. Pas le meilleur producteur de ce pays, mais juste je veux être le meilleur possible, le plus fort possible. Et je veux que les gens ils disent, putain, il est fort, lui. Ça, c'est important pour moi. Moi, déjà, par rapport à moi-même, j'ai envie de me dire que les trucs que je fais aujourd'hui sont mieux que ceux qu'hier, donc j'ai envie un peu de me dépasser moi, tu vois. Et après, c'est pas tant de la compétition avec les autres, mais en tout cas, moi, j'aime bien quand les autres font des trucs lourds. Parce que... Ça galvanise. Ça galvanise, tu vois, genre, je me dis, putain, il faut que je continue à faire aussi lourd que lui. Et ça m'inspire, en fait. Donc, en fait, je dirais pas de la compétition, mais j'aime bien... Émulation. Ouais, exactement. Tu vois, j'aime bien qu'il y ait des gens forts autour. Et je sais que les périodes où je trouve les gens moins forts, je suis moins inspiré. Donc, j'aime bien quand les autres sont forts, en fait. Je vais peut-être conclure en parlant peut-être de une ou deux questions individuelles à chaque fois, parce que et je vais parler de morceaux que vous avez pu produire. Et Richie, je voulais parler d'un morceau, parce que un morceau que j'adore et que j'ai beaucoup écouté et beaucoup joué. Un morceau que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup écouté et joué en soirée, c'est le feat 7 sur 7, le Koba. Ah oui, Koba Freeze, qui est incroyable. Merci. Est-ce que juste tu peux en parler, raconter quelque chose sur ce morceau? Tu vois, ça c'est une prod avant de partir au studio. Ok, donc, mais est-ce que tu savais que c'était eux qui allaient poser ou pas forcément? Ah si, je savais. Okay, je savais c'était pour eux. Et c'est une prod que j'ai dû faire peut-être 3-4 heures avant d'aller au studio. Et ça s'est super bien passé, en vrai. Tu vois, Koba Freeze, en vrai, c'est des super bons artistes, tu vois. C'est des artistes qui, dès qu'ils ont décidé à poser, tu sais que ça va être une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai fait la prod chez moi, gentiment. Je me suis inspiré un peu de la noirceur des prods antérieurs de ces jeunes hommes. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais 7 sur 7, j'avoue, et je te cache pas, c'est l'un de mes morceaux préférés. Toi, il est dans mon top 5 de ma carrière. Ouais, de fou. BBP, je l'ai un peu dit avant, mais il y a eu les retrouvailles avec Vald sur Pandemonium. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça t'a fait aussi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... vous avez beaucoup travaillé ensemble à un moment. Après, plus trop, chacun a fait ses trucs. Et là, tu es très présent sur le dernier projet. Comment les retrouvailles se sont faites? Écoute, c'est le V qui m'envoie un message. Et en fait, ça faisait des années qu'on s'était plus parlé, tu vois. Et le temps étant passé, on se dit, vas-y, on se revoit. Et du coup, on a bossé plus de 2 ans. 2 ans sur ce projet. Et je lui dis, voilà, tu vois, si on se met à bosser ensemble, faut qu'on se donne les moyens de faire le meilleur projet possible. Et donc, franchement, c'était grave lourd. Est-ce que c'était facile? Après, quand tu n'as pas revu quelqu'un depuis longtemps, est-ce que vous avez reconnecté tout de suite? Au-delà de humainement, j'imagine que oui, mais sur la partie artistique, tu vois, est-ce que ça a été facile tout de suite ou il a fallu un peu travailler? Du coup, ce qui est bien, c'est que tu n'étais pas sur des automatismes. Tu vois, lui, il a vécu sa carrière de son côté. Moi, j'ai fait des trucs qui n'avaient rien à voir de mon côté. Et du coup, je pense que ça s'est assez bien nourri, quoi.
Moi, je vais proposer des choses que j'aurais sûrement pas proposées à l'époque. Et puis ça l'a inspiré. Et non, franchement, très bien. Trop bien. Et pendant j'en ai un peu parlé au début, mais tu m'as dit que c'est pas comme ça que tu avais commencé. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où t'étais un producteur lofi. Oui. C'est trop chaud le lofi. Ça tue. Ouf. Et on a tous mis une radio lofi un jour pour travailler ou pour faire un truc, tu vois. Parce que moi je te connaissais pas à cette époque-là. Je l'ai su après en fait que tu avais fait ça, etc. Comment t'es arrivé là-dedans? Et je crois que ça a marché même. Très bien. Exactement. J'étais un des plus gros mondiaux à ce moment-là. C'est fou, tu vois. Comment tu peux raconter un peu cette période-là de ta vie que moi je connais pas trop en fait? C'est juste, tu sais, j'étais très inspiré de J. Dilla, etc. au début. Et en vrai, la OG Lofi, normalement, c'est plus inspiré de ça que ce que c'est devenu maintenant. C'est devenu très ambiant maintenant, beaucoup moins hip-hop et tout. Et je faisais déjà des trucs qui ressemblaient à ça sans savoir vraiment ce que c'était la Lofi. Et c'est un gars à moi, un youtubeur qui s'appelle Ichiban Japan, ça date, qui me demande de faire ses musiques, je l'ai fait. Et il me dit, et donc je faisais toutes ces musiques, et donc il y a un autre gars qui le contacte, qui s'appelle Nimano, qui est un des gars qui a plus ou moins lancé le mouvement de la Lofi. Un gamin, en plus, il est tout jeune. Enfin, il était tout jeune à l'époque. Je parle de 2014, je pense, un truc comme ça. Et qui veut faire ses musiques aussi. Je dis, mais non, c'est moi qui l'ai fait, il était fou. Et j'écoute ce qu'il fait, je me dis, c'est une dinguerie, il est fort, ce bâtard. Et donc après, je le rencontre. On fait un premier son ensemble qui sort sur un label qui s'appelait Chill Hop à l'époque. Chill Hop Records. C'est tellement un nom de label Lofi. Bah ouais, Chill Hop. Et le morceau sort et ça marche de fou. Okay. Et après, on en fait un deuxième, ça marche de fou. Et après, on fait un album qui s'appelle Hometown. Et cet album-là avait... Mais tu sais, genre, à l'époque, la Lofi, c'était pas encore un truc de playlist. Tu vois, il n'y avait pas encore de playlist de Lofi. Donc l'album se fait en vinyle, sold out. Donc réédition, re-sold out. Et pareil, c'était du public quasiment que international pour le coup. Voilà. Et donc ça marche de fou. Et donc petit à petit, tu sais, genre... en fait, moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient dans la toute première vague des producteurs de ce genre de musique-là. Okay. C'est fou quand même, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que ça marchait bien, tu vois. Okay. Et mes gars aussi, Epectaz aussi, on a fait partie, tu vois. En fait, donc c'est ça. Et puis moi, je faisais parce que j'aimais ça, c'était marrant. En plus, là, pour le coup, je restais chez moi toute la journée. J'avais ça à foutre. À l'époque, j'avais un taf normal, puis là, je vois que l'argent rentre grâce à ce truc-là. Putain, j'arrête de bosser. C'est ça qui t'a permis d'arrêter de bosser, de devenir producteur à temps plein. C'est le Lofi, en fait. Et c'est ce que t'as fait. Okay. C'est le Lofi, ça me fait rentrer des tales. Je me suis dit, putain, on peut gagner vraiment sa vie grâce à la musique, ça existe ce truc et tout. Et sauf que moi, au bout d'un moment... T'en as eu marre de faire ça? Ouais, j'avais envie de produire des artistes, tu vois, parce que j'écoutais encore que du rap, tu vois. Puis surtout, je me mettais à produire d'autres trucs, tu vois, je me mettais à faire beaucoup de trap, beaucoup de funk, de funk de Memphis. Ouais, bien sûr. Space Ghost Burst. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est d'ailleurs, pour moi, c'est culturellement parlant, tu vois, je parle de la vague de 2010, hein, pas celle des années 90. Pour moi, la Lofi et la funk, en termes de culture, étaient assez proches, tu vois. Culture geek internet, quoi, en gros, et drogue violette. Et donc... Et petit à petit, je me suis orienté vers le placement, quoi. Ok. Très bien. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais ça fait déjà plus d'une heure, je crois, plus 1h20 qu'on parle. Merci beaucoup, Richie. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi sur l'actualité, au-delà des choses que tu produis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive prochainement? Je sais pas. Ouais, moi, je suis en train de finir Oh My God Volume 2, là. Je suis à 80%, j'ai déjà commencé à rentrer des mix, masters et tout. T'es chaud. Donc je suis vraiment, on va dire, sur la rampe de lancement. Très bien. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. En plus, vous ne connaissiez pas tous les trois. Donc, non, de nom, bien sûr, mais en physique, non. Okay. BBP, merci. Est-ce que toi, j'imagine que l'activité continue, voilà. Comme jamais. Ok. Rien de spécial, il n'y a pas un album qui arrive, BBP, non, il n'y a pas la BO d'un film, je sais pas. Ah putain, la BO d'une série animée. Ah bah tu vois. Ok, incroyable. Si, ça m'a pris pas mal de temps, justement, que j'avais dû lever le pied sur les prods par rapport à ça. Trop chaud. Mais donc ouais, cool. Trop bien. Et Pandrez, merci beaucoup aussi. Merci à toi. Et toi, j'imagine, tu l'as un peu dit, donc il y a des projets aussi que tu produis et réalises intégralement. Il y en a plusieurs. Au courant prochainement, j'imagine. Oui, il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Bonne continuation, messieurs. C'était un plaisir et vive les beatmakers, tout simplement. Je me régale. Merci beaucoup. Si la discussion vous a plu, ça me rend très heureux et sachez qu'une version étendue est disponible sur l'application Apple
podcast, 15 minutes de contenu en plus avec ces beatmakers absolument géniaux. Allez-y, allez écouter ça. Des bisous.